Bonjour, bienvenue dans l'exposition La Dation Maya Ruiz Picasso qui vient d'ouvrir au Musée national Picasso Paris où nous présentons l'ensemble des dernières acquisitions qui sont entrées au musée par le biais de la Dation. On est ici dans la salle introductive avec une première œuvre de cette Dation qui est le portrait de José Ruiz Blasco, donc le père de Picasso, un des tout premiers portraits peints que Picasso a fait de son père en 1895 alors qu'il est âgé de seulement 14 ans. On voit d'emblée dans ce portrait toute la maîtrise qu'il a de la technique picturale et on a choisi de présenter ce portrait du père à côté d'une œuvre que lui-même a exécutée quand il pratiquait la peinture, très caractéristique de sa production puisqu'il s'agit d'une représentation de pigeonnier, donc un palomar, qui était sa spécialité, donc une peinture de genre au style très académique. Et on a choisi cette œuvre dans cette salle pour dialoguer avec ce portrait de manière à évoquer aussi cette transmission qu'il y a pu y avoir entre le père et son fils autour justement de ces pigeons, puisque Picasso avait coutume de raconter qu'il avait pour mission de la part de son père de terminer les pattes des pigeons. Donc il a fait aussi ses premières armes en peinture en terminant et en parachevant les toiles de son père. L'ensemble de l'exposition présente les 9 pièces entrantes dans la collection avec un principe scénographique qui est repris dans chacune des salles et ce dialogue qui s'installe entre une œuvre de Picasso de la Dation et une œuvre invitée. Et ceci est mis en évidence pour le visiteur par cet élément scénographique blanc qui vient en avant, qui présente l'œuvre de Picasso, et sur un fond gris, la pièce invitée qui vient aussi rappeler les liens privilégiés du musée avec certains partenaires, et notamment ici la casa natale de Picasso à Malaga qui nous a fait l'amitié de nous prêter cette œuvre. On poursuit le parcours dans cette seconde salle qui accueille une autre œuvre de la Dation qui n'est pas une œuvre de Picasso mais une œuvre de sa collection personnelle qui est ce tiki des îles Marquises que Picasso a acquis très tôt puisqu'elle est attestée dans ses collections dès 1907, donc l'année où il travaille aux Demoiselles d'Avignon qui va constituer un véritable tournant dans son travail et annoncer le cubisme à venir. L'œuvre invitée de cette salle est un autre tiki qui nous a été prêté par le musée du Quai Branly et qui permet de mesurer à la fois la qualité de l'œuvre qui était dans les collections de Picasso. Donc on le voit, elle est certes de taille plus modeste mais avec une finition très soignée, une matière très polie, et puis elle permet aussi de voir les caractéristiques propres de cet objet, donc qui est un objet rituel, un objet qui avait une fonction. Et qui est un ancêtre divinisé donc, des îles Marquises et qui est caractérisé par cette tête très disproportionnée, très imposante, cette position avec les genoux fléchis et puis ses bras et ses mains en pelle très caractéristiques en forme de pelle avec cet aspect aussi très frontal. Dans cette salle, on évoque le rapport de Picasso aux arts primitifs au sens large avec une sélection d'œuvres de sa collection personnelle donc qui sont rentrées pour partie dans les collections du musée par la Dation de 1979 et avec une évocation donc, de ce goût que Picasso avait pour les arts primitifs, que ce soit les arts africains avec certaines pièces comme le masque Grébeau qui est tout au bout à droite, qui a été capital pour le cubisme synthétique et notamment la réflexion de Picasso autour des petites guitares en carton, ces assemblages qu'il a façonnés en 1912. On a aussi des têtes de marionnettes Bono, des masques Moukoui, une tête d'Oba du Bénin, une nimba qui est un masque aussi, un masque d'épaule, et puis ces deux sculptures Kanak, donc de Nouvelle-Calédonie, considérant qu'à cette époque Picasso avait cet intérêt pour les arts premiers au sens large et il ne distinguait pas finalement l'origine des pièces. Ce qui l'intéressait, c'était le fait que ce soit des objets magiques et des objets qui ont une fonction rituelle. En dialogue aussi dans cette salle, un ensemble de pièces de Picasso et notamment cet autoportrait de 1906 qu'il a exécuté à Paris après un séjour qu'il a effectué à Gozol
donc un petit village des Pyrénées catalanes dans lequel il a passé plusieurs semaines. Après s'être installé à Paris en 1904, ça faisait plusieurs années qu'il n'était pas retourné en Espagne et il va comme ça s'isoler du monde pendant plusieurs semaines dans ce village où on accède à l'époque qu'à d'eau de mulet. Il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité et il y a une seule auberge, une auberge pension tenue par Fontevilla, qui va être un des personnages que Picasso va beaucoup représenter. Ce qui est important de noter dans ce passage à Gozol, c'est que Picasso va déjà réamorcer une réorientation de son travail et il va développer un langage plastique beaucoup plus simplifié. On le voit ici dans cet autoportrait qui est très sculptural. On a une approche presque archaïsante du corps avec ce torse qui est presque cubique, ce cou qui est en forme de cylindre et puis ce visage qui déjà ressemble davantage à un masque qu'à un portrait au sens strict du terme. On a placé cet autoportrait dans cette salle pour justement nuancer aussi l'importance et l'influence des arts primitifs sur le travail de Picasso, puisque Picasso, à cette époque-là, a déjà initié finalement ce tournant avant même d'avoir visité le musée du Trocadéro, où il a pu, en 1907, à la fin de l'été, prendre connaissance de tous ces masques, dont une partie entreront dans sa collection personnelle ou des pièces équivalentes. À Gozol, en effet, il va découvrir dans la petite chapelle du village une vierge romane du XIIe siècle qui a des caractéristiques assez comparables avec le tiki, donc avec cet aspect très frontal et ces arcades sourcilières très marquées, et puis cette simplification et ces formes très sommaires, en fait très simplifiées, qui vont déjà nourrir son travail dès l'automne 1906. Et on le voit aussi dans sa sculpture. Là, on est face à deux sculptures de 1907 qui reprennent ce même élan vers une sorte de simplification, avec aussi ce jeu de la couleur sur le bois de gauche, cette sculpture polychrome. On est véritablement dans un retour aux origines et une volonté de renouveler le langage plastique autour de formes simplifiées et archaïques. On poursuit le parcours de cette exposition autour de deux œuvres de la Dation qu'on a réunies dans cette même salle puisqu'il s'agit d'œuvres de la fin des années 30. La première étant donc cet enfant à la sucette assis sous une chaise que Picasso a peinte à l'été 1938 à Mougins et qu'on a rassemblé d'un ensemble d'œuvres contemporaines qui ont une même caractéristique stylistique qu'une historienne de l'art, Elisabeth Colling, a qualifié de style araignée, pour justement faire référence à ce réseau très dense de trames et cet usage de la ligne parallèle, du tramage, qu'on retrouve notamment ici dans le paillage de la chaise, mais également dans le motif de la marinière de cet enfant, et aussi dans le visage, puisque quand on prête attention au visage, on voit tout un réseau de rides, de ridules qui viennent animer paradoxalement ce visage d'enfant assis sous une chaise. On a choisi de faire dialoguer cette œuvre avec un prêt majeur de la Fondation Baeller de Bâle, donc cette femme assise dans un fauteuil qui a des dimensions beaucoup plus monumentales, mais qui partage un certain nombre de caractéristiques avec l'enfant assis sous la chaise, au-delà d'une palette chromatique très réduite, autour du noir, du blanc, du gris. On a aussi ce sentiment d'oppression, puisque quand on regarde attentivement la composition, on voit que ce personnage est assis, mais finalement, avec son chapeau, il touche quasiment le plafond, Picasso ayant pris le soin de figurer le plafond de cette salle, donc comme si elle était vraiment véritablement contrainte par les bords du cadre. De la même manière, l'enfant est assis sous la chaise, est enfermé, on a comme une espèce de cadre dans le cadre, avec ce sentiment d'un espace refuge, d'un espace d'abri, qui fait écho évidemment à la situation politique de l'époque. Ça fait déjà 2 ans que la guerre civile a éclaté en Espagne, que Picasso a répondu en 1937 à l'invitation de l'exposition de l'industrie de Paris avec son œuvre Guernica en soutien à la République espagnole. Et donc Picasso reprend ici ce langage sommaire
en tout cas cette palette chromatique réduite et puis ces angles aussi acérés pour traduire finalement cette montée des tensions politiques en Europe et ce sentiment claustrophobique d'angoisse qui envahit peu à peu la France et l'ensemble de ses compatriotes. La femme assise sur une chaise est intéressante aussi puisque au-delà de cette similitude, ou en tout cas de cette proximité formelle, on retrouve un certain nombre d'éléments qui nous montrent comment Picasso va peu à peu se distancier par rapport à son sujet. Là, on n'est pas véritablement devant un portrait au sens strict, hein. On ne reconnaît pas les traits d'une personne en particulier, on est davantage devant une figure un peu monstrueuse, un petit peu maltraitée, un petit peu mi-homme, mi-animal, hein. On note notamment ce bras ballant là, qui est comme une patte finalement d'araignée. Ici aussi, on confond presque les jambes du personnage avec les pieds de la chaise, donc comme si finalement elle était difforme et qu'elle avait plusieurs membres. Et puis surtout, ce traitement de la figure avec ses dents serrées et ce regard inquiet qui en font une incarnation de cette inquiétude latente et de la monstruosité des événements qui se sont déroulés et qui se déroulent encore alors, notamment en Espagne. On a rapproché ces œuvres d'une sélection de dessins du musée Picasso, comparable, et notamment de cette feuille dessinée du 5 août 1938, sur laquelle on retrouve l'enfant assis sous une chaise, dans une évocation un petit peu plus large. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, Picasso a situé son sujet dans un intérieur mais non identifié, où on retrouve à nouveau ce personnage féminin avec cette manière de traiter les membres à la manière finalement des montants de la chaise. Et puis là, on a une ouverture vers l'extérieur avec les petits bateaux qui ouvrent sur un paysage comme une perspective d'ailleurs et sans doute aussi une aspiration vers quelque chose de plus serein. Dans d'autres dessins ici, on retrouve des figures de baigneuses, mais de la même manière, malgré l'usage de quelques couleurs, on a une ambiance colorée assez sourde, et puis le sujet des baigneuses ici est traité non pas à la manière d'un sujet joyeux, dynamique ou engageant, mais avec encore une fois des personnages qui sont difformes ou qui sont mécanisés et complètement en proie finalement et prisonniers de leurs conditions. Donc on a également présenté dans cette salle, en regard de l'enfant à la sucette, ce portrait d'Émilie Marguerite Walter, donc qui est la mère de Marie-Thérèse Walter et la grand-mère de Maya, qui a été exécutée un an après l'enfant à la sucette sous une chaise, exécutée à Royan, donc dans les Charentes-Maritimes, à une période où Picasso s'est réfugié et a quitté Paris peu après la déclaration de guerre. On a choisi de présenter ce portrait dans cette même salle puisqu'on est aussi autour d'une figure humaine à la fin des années 30, mais contrairement à l'enfant à la sucette sous une chaise, ici on est devant un véritable portrait puisqu'on reconnaît très clairement la grand-mère de Maya. Malgré les déformations, hein, on retrouve ce camailleux de gris, de noir, qui est aussi une évocation de l'Espagne. Hein. On pense notamment au portrait du Gréco avec tous ces gentilshommes qui sont vêtus de noir et ces collerettes blanches. Donc il y a aussi cet hommage par-delà les époques à cet héritage espagnol. Mais malgré tout, on reconnaît très explicitement le chignon de la grand-mère, ses petites lunettes et puis ce sourire un peu malicieux. Et notamment aussi, ce qui est intéressant me semble-t-il, c'est le traitement de la chair très molle où on sent aussi toute la tendresse de des joues de cette grand-mère. Du coup, ce qu'on voit dans ce travail, c'est qu'il a réservé un style très singulier et très particulier pour ce sujet-là, contrairement à ce qu'il représente au même moment. On est véritablement devant un portrait et non pas un archétype ou une figure qui viendrait incarner ou être la surface de projection d'inquiétude ou d'événements historiques en train de se passer.
Il a réservé ce style particulier à une autre personne, puisqu'il a exécuté quelques jours plus tard un portrait dans le même style et qui a peu ou prou les mêmes dimensions. Et il s'agit de Jaime Sabartés, qui est un très proche de Picasso, un compatriote qu'il a rencontré très jeune à Barcelone, qui a fait le voyage avec lui à Paris au début du XXe siècle, et puis qui ensuite est parti mener sa vie en Amérique latine et qui est revenu en Europe à l'invitation de Picasso en 1935, quand Picasso traverse un moment très difficile, au moment où il se sépare de sa femme Olga et où justement Maya va bientôt naître. Il demande à Sabartés de venir à ses côtés et Sabartés va véritablement devenir plus que son confident, son secrétaire particulier et également le précepteur de Maya. C'est lui qui va apprendre notamment la langue espagnole à Maya. Donc, ce qu'on peut dire aussi par rapport à ce portrait, outre le lien affectif et familial que Picasso pouvait avoir vis-à-vis de cette grand-mère, c'est le sort et finalement le style qu'il réserve pour des sujets des personnages de son entourage familial très proche. C'est vraiment son premier cercle qu'il représente de cette manière-là, tandis qu'au même moment, on a pris dans nos collections un ensemble d'œuvres strictement contemporaines, de 1939 également. Picasso représente beaucoup de femmes au chapeau, donc qui sont plutôt des archétypes, des figures de femmes non identifiées et qui sont, comme je le disais précédemment, davantage des surfaces de projection des inquiétudes et des tensions politiques du moment. On poursuit le parcours dans cette salle avec la seule sculpture de Picasso de cette dation, donc qui est cette petite Vénus du gaz. Vénus du gaz qui a pour particularité d'être un véritable cas unique dans le travail de Picasso, puisque c'est un ready-made au sens strict, un objet tout trouvé que Picasso a seulement redressé et baptisé la Vénus du gaz. En effet, il s'agit d'un réchaud à gaz, donc d'un brûleur de cuisinière. Donc quand on le met à l'horizontale, on identifie très facilement les petits orifices par lesquels le gaz s'échappait et donc qui prenait feu. Cette Vénus du gaz, je l'ai dit, c'est le seul ready-made de Picasso. C'est la raison pour laquelle on l'a fait dialoguer avec La Fontaine de Duchamp, donc qui n'est pas le premier ready-made de Duchamp puisqu'il date de 1917, mais qui est un ready-made au sens strict, Duchamp ayant fait le geste inverse, puisque au lieu de redresser un objet, lui l'a allongé, puisque nous sommes face à un urinoir. Dans cette salle, on évoque plus largement le rapport de Picasso à l'objet, avec évidemment cet assemblage très connu de 1942, la tête de taureau, qui lui fait écho à un autre ready-made de Duchamp, qui est le premier ready-made de l'histoire de l'art, cette roue de bicyclette qui a été exécutée par Duchamp en 1913 et donc qui est née de l'assemblage d'une véritable roue de bicyclette sur un tabouret. Donc là, on est dans un ready-made, mais qui est la conjonction et la réunion de deux objets distincts, ce qui n'est pas le cas de la Vénus du gaz. En revanche, il nous paraissait intéressant dans cette salle de rappeler que l'usage de l'objet chez Picasso remonte bien avant, puisque cette Vénus du gaz est de 1945, la tête de taureau est de 1942, mais en réalité, l'introduction de l'objet dans la sculpture de Picasso apparaît dès 1914 avec le verre d'absinthe dans lequel Picasso a sculpté donc, en bronze un verre, mais a introduit une véritable cuillère pour signifier cette cuillère et ce verre d'absinthe. Un ensemble de photographies de Brassailles permettent aussi d'avoir un aperçu des différents usages de l'objet dans la sculpture de Picasso depuis 1914 jusqu'aux années 50, puisque les assemblages auront une place toute particulière, notamment dans son travail en céramique à partir des années 50. On poursuit avec une nouvelle salle qui est consacrée au rapport de Picasso avec les maîtres, et notamment avec cette peinture, donc El Bobo, que Picasso a peinte à Vauvenargues en 1959, donc période de Vauvenargues que Pierre Daix a qualifiée de période verte, et en effet on a une tonalité verte qu'on va davantage retrouver à ce moment-là. On est face à un sujet enfantin, donc un personnage très grotesque qui est assis dehors avec un litre de vin rouge en train de faire frire des œufs, dans une position complètement improbable, à moitié nu,
Et ça fait écho aussi au goût de Picasso pour des sujets typiquement espagnols, les sujets des bouffons ou des enfants assis qu'on retrouve dans la grande tradition de la peinture espagnole, que ce soit de Velázquez, de Murillo ou encore de Ribera, raison pour laquelle on a choisi de faire dialoguer cette œuvre avec ce Pied-Beau de Ribera, qui est une œuvre majeure qui nous a été prêtée par le musée du Louvre. On y retrouve un sujet anonyme, enfantin, un enfant pieds nus, dehors, avec ce sourire complètement désarmant, et puis cette manière qu'a le peintre de traiter ce sujet populaire, humble, à la manière d'un grand sujet, avec un format monumental, une représentation en pied, et cette attention portée à la représentation des traits et notamment des détails, en particulier sur la saleté notamment et l'état des dents de l'enfant. Cette période de Vauvenargues, elle est importante puisque Picasso va peu habiter à Vauvenargues, mais néanmoins il réalisait un ensemble d'œuvres assez expérimentales. Et dans nos collections, on compte ce grand buffet, donc qui est une des toiles de format le plus important du musée, avec aussi ce rapport à la tradition qui est notamment visible dans ce buffet, cette pièce de mobilier très baroque, un buffet Louis XIII, qui a vraiment la place centrale dans cette composition, qui par ailleurs est caractérisée par un traitement très libre, avec des superpositions de couleurs de peinture et toujours cette tonalité verte qu'on retrouve assez peu dans le reste des œuvres de Picasso et qui est vraiment caractéristique de la période de Vauvenargues. Ce rapport à la tradition, Picasso va l'explorer beaucoup dans les années 50. C'est en effet en 1954-55 qu'il va initier son premier cycle d'après les maîtres, en travaillant d'abord d'après les femmes d'Alger dans leur appartement de Delacroix, et qui vont donner lieu à quantité de dessins et à des toiles relativement importantes, plus d'une dizaine. Il va ensuite s'intéresser aux Ménines de Velázquez, auquel il va consacrer également un cycle de peinture en 1957, et puis le dernier grand cycle de réinterprétation ou cycle de variation d'après les maîtres. C'est un cycle que Picasso va effectuer autour du Déjeuner sur l'herbe de Manet, auquel il va consacrer un nombre très important d'œuvres. C'est le cycle le plus important en termes non seulement de nombre de pièces réalisées, mais aussi de techniques représentées. On a dans la collection un fond relativement exhaustif, puisque on a par exemple ici cette linogravure qui reprend ce sujet du Déjeuner sur l'herbe, mais également deux peintures majeures, donc ici et ici, du Déjeuner sur l'herbe, toujours avec cette tonalité très marquée, vert, bleu, et puis aussi des maquettes en carton, puisque Picasso va aussi explorer le thème en sculpture. Donc là, on est devant une pièce très modeste, c'est un morceau de carton découpé et plié, qui va en réalité servir à des sculptures monumentales qui vont être agrandies et transposées en bétogravure et qui vont donner lieu à un groupe sculpté qui est encore aujourd'hui visible dans le jardin du musée d'art moderne de Stockholm. Ce qui est tout à fait intéressant par rapport à cette nouvelle pièce de la Dation, c'est qu'on peut suivre la manière dont Picasso réfléchit à cette thématique du Déjeuner sur l'herbe, avec un positionnement des personnages qui va évoluer au gré des pages et qui vont déterminer finalement et structurer la composition à la fois en termes de profondeur de champ, avec des personnages plus ou moins grands, plus ou moins petits, et aussi dans des positions où Picasso s'amuse beaucoup en leur faisant fumer la pipe. Il y a une des baigneuses qui est en train d'uriner dans la rivière, donc il y a aussi ce rapport très humoristique finalement dans la manière dont il s'empare d'un grand sujet de la peinture, et en l'occurrence le Déjeuner sur l'herbe de Manet. Ce que Picasso va travailler aussi dans cette toile, c'est la question de la planéité, et on le voit notamment très bien dans la linogravure. Donc, linogravure, c'est une technique d'impression qui consiste à graver du linoléum, et c'est une technique assez complexe puisqu'il faut autant de planches que de couleurs. Donc, ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'on travaille à l'envers. Donc, en fait, ce qui va être imprimé, c'est la partie qui va rester en relief. Donc, Picasso doit anticiper en enlevant les couches successives et en prévisualisant les couleurs et l'endroit où elles vont apparaître.
On est ici en 1962, on a des couleurs très vives, très pop, dans une période où en effet on est en plein renouvellement des formes, et on a toujours ce travail sur la platitude des figures, et finalement c'est la juxtaposition ou la confrontation des figures qui va créer un espace et placer ces personnages dans une composition plus large. On arrive à présent dans la dernière salle de l'exposition, autour de cette peinture tardive de Picasso, donc cette tête d'homme de 1971 ici, qui est très caractéristique de la dernière manière que Picasso va développer à la fin des années 60 et au début des années 70. On a choisi de présenter cette œuvre dans une scénographie assez particulière, avec des toiles qui ont été spécialement décadrées pour l'occasion, donc qui sont véritablement à nu, hein, sans baguette et sans verre, de la même manière que Picasso les avait présentées de son vivant à l'occasion de 2 expositions majeures qu'il avait données au Palais des Papes à Avignon. Cette œuvre-là a été présentée en particulier dans la dernière exposition qui a ouvert en 1973, le 23 mai, donc quelques semaines tout juste après la mort du peintre, exposition à laquelle Picasso avait contribué en faisant la sélection des œuvres qui y seraient présentées et en formulant le souhait qu'elles soient exposées comme ça, c'est-à-dire sur 2 niveaux, avec un accrochage assez serré, tel finalement une installation d'art contemporain qui viendrait tapisser l'ensemble des murs du Palais des Papes, donc ce bâtiment historique très marqué et très austère. On voit ici les grandes caractéristiques de cette manière tardive, avec une peinture très gestuelle, très libérée, des couleurs très vives, et puis toute une galerie de personnages qui réapparaissent, que ce soit des femmes à l'enfant, des familles dans le style des grandes familles espagnoles, des portraits de peintres. Là, on a un vieil homme assis qui est en fait un hommage à différents peintres que Picasso a admiré et regardé. On a la citation notamment du chapeau qui renvoie à Van Gogh, ce détail du fauteuil qui est une citation de la blouse roumaine de Matisse, ou encore ce détail aussi à l'avant de l'absence de main, qui est une référence directe à une photographie que Picasso conservait dans ses archives du vieux Renoir, souffrant d'arthrose et étant contraint à la fin de sa vie de peindre avec beaucoup d'assistance, a été notamment photographié sur sa chaise de travail avec cette main absente, qui est finalement aussi une manière de s'interroger sur l'acte de peindre et comment un homme vieillissant peut malgré tout continuer à peindre. Ces couleurs très vives, elles sont obtenues de manière très expérimentale encore, hein, pour un homme qui a plus de 90 ans, il faut le souligner, avec un usage très novateur de la peinture industrielle de l'époque, de la peinture glycéro, qui va donner cet aspect brillant et très vif qu'on retrouve ici comme au premier jour. On a également des figures plus inquiètes, ou en tout cas plus économes, et notamment le jeune peintre ici, donc qui est obtenu avec une grande économie de moyens, sur un fond laissé vierge, et avec malgré tout cet élan un peu dramatique, puisque à la place des yeux, Picasso a figuré les orbites, des orbites vides, comme finalement s'il dessinait déjà un crâne mortuaire, mais avec ce sourire et cette malice d'un artiste qui a toujours voulu et continué à expérimenter et à s'exprimer jusqu'au bout. On présente également dans la salle un dessin plus tardif du 4 juillet 1972, dans lequel on voit aussi cette urgence à créer, avec cet usage très particulier du crayon, hein, comme en tourbillon, et avec ses yeux exorbités qui disent aussi toute la folie d'un homme vieillissant, mais qui refuse d'arrêter de créer. Dans la vitrine documentaire, un ensemble de photographies témoigne justement de cet accrochage à Avignon. Et puis on a aussi le catalogue de l'exposition, puisque notre tête d'homme de 1971 avait fait la couverture du catalogue de l'exposition. Enfin, pour terminer, une sélection de citations de la réception critique de l'exposition à l'époque, puisque contre toute attente, hein, on est au début des années 70, Picasso est déjà une figure internationalement reconnue, très respectée. Eh bien, cette exposition va faire scandale et beaucoup de critiques de l'époque, et en particulier parmi certains de ses amis, hein, de ses anciens défenseurs, ne vont pas comprendre cette dernière peinture,
vont qualifier Picasso d'un vieillard sénile, barbouillant d'étoiles tel un enfant. Et finalement, il faudra attendre plusieurs années avant qu'on redécouvre ce dernier Picasso et qu'on mesure toute l'importance de cette dernière manière qui aura des répercussions très importantes sur la jeune génération de peintres et notamment sur les expressionnistes allemands. En marge du parcours au sens strict, on a cette dernière œuvre de la Dation, donc cette étude pour une joueuse de mandoline de 1932, donc qui est une toile majeure d'une année très importante pour Picasso, puisque c'est l'année où il va avoir sa première rétrospective à Paris, à la galerie Georges Petit, et puis c'est l'année où il va débuter son projet immense de catalogue raisonné de son œuvre avec Christian Zervos. C'est une année très riche où il va beaucoup créer. Cette toile, elle est très importante et très singulière à la fois, puisqu'elle est en partie inachevée. Donc on voit notamment la sous-couche de préparation de la toile en blanc. Picasso a peint juste les contours du fond de cette couleur marron, et puis il a esquissé son personnage au fusain, et il a mis à plusieurs endroits de la toile des annotations de couleurs, marron, 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 qui paradoxalement est la couleur qu'il fait figurer au fond de sa peinture. Il y a énormément de dessins avec annotation de couleurs dans le travail de Picasso, mais ce sont toujours des étapes préparatoires dans lesquelles on peut mesurer qu'il projette une image qui s'avère la plupart du temps fidèle à ce qu'il enregistre dans ses carnets et dans ses dessins. En peinture, en revanche, on n'a vraiment aucun autre cas d'annotation de couleurs. Et cette toile a aussi ceci de particulier, qu'elle présente donc un personnage assis sur un fauteuil, mais avec des formes très simplifiées, et notamment ce fauteuil qui fait davantage penser finalement à un châssis de cadre qu'à un fauteuil au sens strict. Comme si Picasso nous montrait finalement ce qui s'offrait à nous, à notre regard, c'est-à-dire une toile tendue sur un châssis avec de la peinture et puis une projection, un imaginaire, une idée d'artiste avec ces couleurs qui doivent arriver dans un second temps. C'est très différent de la toile achevée, puisqu'on a aussi dans la collection des peintures de la même période avec des mêmes sujets de femmes au fauteuil qui sont dans un registre davantage sculptural, tandis que là, vraiment, Picasso met en avant la ligne et nous interroge finalement sur la destinée et le but de la peinture. Toile et œuvre sur laquelle il nous faudra encore travailler pour percer le mystère de ces annotations. Ce parcours de la Dation, vous l'avez vu, organisé chronologiquement avec des ensembles thématiques, permet de faire certains focus sur des ensembles particuliers et de mettre en valeur les collections du musée, de montrer en quoi ces nouvelles œuvres viennent compléter une collection extraordinaire qui avait été constituée en 1979, avant l'ouverture du musée, par des œuvres qui venaient directement des ateliers de Picasso. Et cette dation, donc presque 40 ans après cette dation originelle, vient aussi s'inscrire dans la continuité de cette histoire du musée, puisque, comme la première dation, elle vient couvrir l'entièreté de la période de carrière de Picasso, donc avec une première toile de la fin du 19e, une dernière de 1971, à la fois des peintures, des sculptures, de la collection personnelle et surtout un carnet de dessin, donc qui est une pièce majeure qui vient compléter un corpus très important. Donc, venez voir l'exposition au Musée national Picasso Paris jusqu'en décembre 2022.